La résurgence de la fièvre jaune. Que se passe-t-il et pourquoi ? Depuis 2020, on assiste à une montée de la fièvre jaune en Afrique. Pourquoi et que fait-on pour lutter contre cette recrudescence ? Je m'appelle Marie Bracon et je travaille dans l'équipe de la communication de l'Organisation mondiale de la santé. Dans cet épisode, nous allons entendre Dr Antoinette Mbelaimen-Demian, la directrice de la vaccination au ministère de la Santé du Tchad. Elle va nous expliquer comment son pays a relevé le défi des récentes épidémies. Le grand défi, c'était l'afflux des réfugiés déplacés du Soudan à l'est du pays parce qu'on ne s'était pas préparé à cela. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, qui ont moins de 5 ans, qui sont sans parents. Quand un enfant vient sans parents, tu ne connais même pas son statut. Tu ne peux même pas savoir quel vaccin il a pris ou quoi que ce soit. Mais tout d'abord, nous rencontrons le docteur Charles Shey Wisonge, le chef d'équipe pour les maladies évitables par la vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous sommes EYE, Eliminate Yellow Fever Epidemics, la stratégie mondiale pour l'élimination des épidémies de fièvre jaune. Voici l'EYE sur la fièvre jaune, l'histoire de l'expansion du risque mondial de la fièvre jaune. Épisode 19, la résurgence de la fièvre jaune. Docteur Shey, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ressemble la situation de la fièvre jaune en Afrique ces dernières années, nous donner un aperçu général de la maladie sur le continent ? La situation de la fièvre jaune en Afrique est préoccupante en raison de la combinaison des facteurs environnementaux, épidémiologiques et socio-économiques qui rendent difficile le contrôle durable de la maladie. Cela se manifeste sous forme d'épidémies, en particulier dans les pays qui ont conduit des campagnes de vaccination préventive de masse il y a 13 à 15 ans. Malgré le fait que plus de 264 millions de personnes ont été protégées en Afrique par des campagnes de vaccination depuis 2017, et grâce à l'initiative EYE, menée par l'OMS, UNICEF, Gavi et d'autres partenaires, Dr Shey reconnaît les facteurs contribuant à la résurgence de la fièvre jaune qu'il a pu observer dans les pays dotés de programmes de vaccination préventive de masse. Malgré de vastes campagnes de vaccination, des lacunes subsistent en matière de couverture vaccinale. Certaines zones n'ont pas atteint le seuil de couverture de 80% nécessaire à l'immunité collective. Cela est dû aux défis logistiques, aux infrastructures de santé limitées et, dans certains cas, à l'hésitation de la population à se faire vacciner. Également, parce qu'une proportion importante d'adultes a été oubliée lors des campagnes préventives, il s'agit principalement de communautés mobiles, zéro dose et mal desservies. En outre, ce mouvement accru de population à l'intérieur et entre les pays peut propager le virus dans des zones où les gens ne sont pas vaccinés. De plus, l'urbanisation a augmenté le nombre de personnes vivant à proximité les uns des autres, ce qui peut malheureusement faciliter la propagation de la fièvre jaune. Bien entendu, les moustiques se multiplient facilement dans les zones urbaines où le manque d'accès à l'eau favorise la reproduction des moustiques. Et ce n'est pas tout. Le changement climatique et les modifications environnementales telles que la déforestation et l'urbanisation accrue sans assainissement adéquat améliorent les conditions de reproduction de ces moustiques. De plus, l'eau devient plus rare en raison du changement climatique. Et les gens, dans les zones urbaines, conservent l'eau potable plus longtemps à domicile, ce qui favorise davantage le risque que cette eau devienne un lieu de reproduction pour les moustiques. Parmi les 27 pays à risque de fièvre jaune, combien d'entre eux ont connu des épidémies ou une résurgence de la maladie récemment ? Au cours des 3 dernières années, 15 pays, dont 56%, ont déclaré les épidémies. Plus inquiétant encore est le fait que certaines de ces épidémies se produisent dans des contextes périurbains
et risque d'entraîner des répercussions sur de vastes zones urbaines. On sait que, selon les recommandations de Haye, chaque pays doit atteindre plus de 80% de population vaccinée pour assurer l'immunité collective. Où en sommes-nous dans l'accomplissement de cet objectif en Afrique? C'est vrai qu'environ 264 millions de personnes ont été protégées à vie contre la fièvre jaune grâce à des campagnes de vaccination préventive en Afrique. 4 pays, l'Angola, le Ghana, le Soudan et la République du Congo, ayant obtenu une protection à l'échelle nationale. Le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda ont lancé des campagnes en 2023. De même, le Tchad a lancé en février 2024 et le Niger le fera en octobre 2024. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la durabilité de ces efforts, car le progrès réalisé grâce aux campagnes doivent être soutenus par une forte vaccination systématique. Seuls 5 pays des 27 pays africains à haut risque ont atteint une couverture de 80%. L'Éthiopie et le Soudan du Sud n'ont pas encore introduit le vaccin contre la fièvre jaune dans leurs programmes de vaccination de routine. Cependant, les efforts sont en cours pour aider ces pays à introduire ce vaccin contre la fièvre jaune dans leurs programmes de routine. Quand on regarde le problème de la faible vaccination qui ne protège pas 80% des enfants, comment voyez-vous ce problème? Quelles sont les conséquences? La vaccination contre la fièvre jaune protège à vie contre la fièvre jaune. Donc, les enfants qui ne sont pas vaccinés ne seront pas protégés. Donc, ils sont exposés à la fièvre jaune et nous savons que la fièvre jaune, c'est une maladie très grave. Ça tue et ça continue dans beaucoup des endroits en Afrique, là où la vaccination est faible. Suite à la résurgence de la fièvre jaune dans certains pays à risque, une analyse des causes profondes et des lacunes dans la vaccination a été réalisée, en particulier pour la Guinée et le Cameroun. Dr Shea nous résume les résultats. Pour les 2 pays, en commençant par la Guinée, la plupart des épidémies en Guinée sont survenues chez les enfants. Un exercice d'analyse des causes profondes a identifié la faiblesse de la vaccination systématique comme cause de l'épidémie. Au Cameroun aussi, la principale cause sous-jacente est liée aux poches de population non protégées à cause de la faiblesse de la vaccination systématique. En plus, au Cameroun et aussi en Guinée, il y a une augmentation d'exposition à la fièvre jaune en raison d'activités de population dans les forêts où la fièvre jaune circule. Dr Shea est également professeur extraordinaire de santé mondiale à l'université Stellenbosch en Afrique du Sud. Ses recherches ont permis d'identifier les obstacles à la réalisation de la vaccination de masse dans la région. Avant tout, il fallait identifier les lacunes entre le savoir et l'action dans le domaine, c'est-à-dire l'écart entre ce que nous savons et ce que nous faisons. La recherche sur la mise en œuvre comble l'écart entre ce que nous savons être efficace et ce que nous faisons. Il y a les défis liés à l'accès et à la disponibilité de vaccins, mais aussi à l'acceptation et l'adhésion des communautés pour les volontés d'être vaccinés. Il y a aussi les défis liés au financement parce que les pays ont plusieurs priorités, donc le financement, c'est toujours un problème parce que quand on est face à plusieurs priorités, il faut peut-être avoir une échelle de priorisation qui peuvent faire assez de financement pour les programmes de vaccination. Dr Shea a mentionné le problème d'acceptation de la vaccination et de la résistance au vaccin. Ceci est un problème complexe. Quand on a confiance dans l'efficacité et la sécurité des vaccins, dans le système qui les délivre et dans les motivations des personnes qui décident de la nécessité de la vaccination, on a beaucoup plus envie de prendre la vaccination. Donc, on accepte la vaccination. Mais aussi,
On peut avoir une complaisance et la complaisance existe là où les risques perçus d'infection par les maladies évitables par la vaccination sont faibles et où la vaccination n'est pas considérée comme une mesure préventive nécessaire. Donc, quand on a tous ces facteurs, ça peut jouer un rôle pour diminuer le taux de couverture de la vaccination. Il y a aussi l'effet de la désinformation et des rumeurs qui ont entouré les campagnes de vaccination de masse, notamment pendant la pandémie de Covid-19. Ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie de Covid-19, c'est que les gens ont beaucoup parlé de la vaccination, mais aussi il y a eu les rumeurs et la désinformation qui a amené certaines personnes à douter de l'efficacité des vaccins et aussi de la sécurité des vaccins. Et ceci maintenant, après la pandémie, on voit ça de plus en plus aussi, l'incitation à d'autres vaccins. La situation des populations nomades ou réfugiées, en particulier les populations réfugiées dues à un conflit, entraîne d'autres lacunes. On a par exemple maintenant en Afrique, il y a plusieurs conflits, par exemple dans le Soudan du Sud, il y a au Tchad, il y a au Cameroun, en Guinée, en République centrafricaine. Et les gens sont déplacés et se retrouvent dans les endroits où il n'y a pas les services de vaccination. Dans ce contexte-là, il y a le virus comme la fièvre jaune qui circule. Avec une population qui n'est pas protégée, il y aura les épidémies. Je remercie le Dr Charles Shey Wisongé, chef d'équipe de l'OMS pour les maladies évitables par la vaccination en Afrique. Vous écoutez AI sur la fièvre jaune. Et ceci est l'épisode 19. Ce qui signifie qu'il y a maintenant une multitude d'épisodes précédents que vous pouvez aller chercher dans votre lecteur de podcast. Si vous nous découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à les écouter. Nous aimerions également que vous fassiez connaître le podcast. N'hésitez pas à nous recommander à vos amis ou collègues qui souhaiteraient en savoir plus sur la fièvre jaune ou qui s'intéressent aux maladies infectieuses. Le Tchad est un des pays qui, jusqu'à cette année, n'avait pas de programme préventif de masse contre la fièvre jaune. Je suis ravie d'accueillir avec nous la directrice de vaccination au ministère de la Santé du Tchad, le Dr Antoinette Mbelaimen Demian. C'est important de comprendre quelles sont les caractéristiques de ce territoire immense. Le Tchad, c'est un pays qui est très très vaste, avec 1 284 000 km². Et le Tchad a 3 zones climatiques. Il y a d'abord le nord avec une zone saharienne vaste, 60% du territoire national, avec un climat désertique. Le sud, une zone soudanienne avec 10% de territoire national. C'est une zone hautement pluvieuse. Et on trouve entre les deux une zone sahélienne, 30% du territoire national. Et sur le plan économique, le Tchad était un producteur de pétrole depuis 2003. On dépend fortement de cette ressource. Et à partir de 2014, l'économie a été touchée. Et on a aussi beaucoup de réfugiés qui sont actuellement au Tchad. Voilà, les Soudanais, les Centrafricains, les Camerounais aussi. Et l'indice de fécondité, l'ISF, est très élevé ici, avec 6,7 si je ne me trompe pas. Et aussi, la population est très jeune. Quels sont les défis particuliers à relever quant à l'organisation des soins de santé au Tchad, si on prend compte de la diversité des populations du pays? Le taux de mortalité, même des enfants et des femmes enceintes, est le plus élevé de la sous-région. Donc, c'est l'accès universel aux soins de santé de qualité afin qu'on puisse réduire la mortalité élevée, surtout dans les couches les plus vulnérables, comme on le sait tous, couple, mère et enfant. Et aussi, comme le territoire est immense, c'est aussi l'accessibilité des soins de santé. Parce que dès qu'il y a la saison pluvieuse, les districts, les provinces sont coupées. On n'a plus accès à ces districts. Donc, c'est l'un des difficultés ici au Tchad, en fait. Ces défis ont été récemment aggravés par l'état d'urgence déclaré en vue de la malnutrition, et particulièrement chez les enfants. Ceci a forcément agi sur l'impact des maladies infectieuses, comme la fièvre jaune. Quelle est donc la situation en ce qui concerne la fièvre jaune au fil du temps? Oui. En 2013, l'épidémie a touché 5 districts sanitaires des provinces de l'Est du Tchad.
Et les études entomologiques ont montré une densité particulièrement élevée des Aedes vecteurs de la fièvre jaune. Et en 2021, c'est 20 districts, essentiellement au sud. Il s'agit de Goundji, Moïsala, dans le Mandoul, la province du Mandoul. Et cette épidémie a été confirmée à la semaine 38 jusqu'en 2022. Et automatiquement, il y a eu une riposte. Et c'est ça qui a protégé aussi la population. Il a été notifié en semaine 1 en 2023 un total de 1109 cas suspects de fièvre jaune, parmi lesquels 886 cas ont été investigués, dont 10 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année 2023, contre 16 à la même période en 2022. Et de la semaine 1 en 2023 à la semaine 52 en 2023, 134 districts sur 150, c'est-à-dire 89%, ont notifié au moins un cas suspect de fièvre jaune, contre 127 sur 139 à la même période de 2022. Donc, on voit bien l'ampleur de l'épidémie au pays. Quelles sont les populations les plus vulnérables à la fièvre jaune au Tchad? Toutes les tranches d'âge sont concernées d'abord et plus de la moitié des cas sont de sexe masculin, 60% des cas. Et il y a 4 tranches d'âge qui sont le plus touchées, les 0 à 5 ans, les 6 à 15 ans et les 16 à 25 ans et les 26 à 45 ans, qui sont concernés surtout par les décès, en fait. Il faut préciser que la moitié de ces décès a été enregistrée chez les sujets de moins de 15 ans. Et cette vulnérabilité chez les jeunes s'explique par leur activité socio-professionnelle. Donc, il y a autant de décès chez les patients de sexe masculin que ceux du sexe féminin, en fait. Donc, c'est beaucoup plus chez les jeunes qui sont plus touchés par les taux de décès, parce qu'ils sont plus en contact avec les moustiques. Et on sait tous que c'est plus la population rurale qui est touchée, parce que c'est eux qui travaillent dans les champs, dans les forêts. Donc, l'impact, c'est beaucoup plus sur les populations rurales que urbaines, en fait. Est-ce que la population a eu peur en 2022? Est-ce qu'il y avait vraiment un état de danger et un impact sur la population affectée? En 2022, au district, comme je l'ai dit, au Mandoul, quand la population a appris, après quand il y a eu le cas des décès, il y a eu des inquiétudes. Et la population a cherché à se faire vacciner parce qu'ils ont vu des cas de décès. Donc, ils ont vu, c'est ça où la réponse a été de qualité. On a pu protéger la population du Mandoul. Vu les paysages différents au Tchad, il y a des défis logistiques importants à surmonter. Et parmi eux, maintenir une chaîne de froid performante, c'est-à-dire une chaîne d'approvisionnement à température contrôlée pour le stockage, le transport et la distribution des vaccins. Le Tchad est immense. Donc, les défis logistiques, c'est l'insuffisance de moyens roulants, vu l'étendue du territoire, et aussi l'accessibilité pour aller atteindre chaque centre de santé, chaque district, et la chaîne de froid dans certains districts, et surtout au niveau des districts frontaliers, à cause de l'insécurité. On prend juste un cas. Il y a quelques années, il y a un médecin-chef de district avec son infirmier et son chauffeur. Ils étaient partis en supervision et les Boko Haram les ont kidnappés. Ils ont mis des mois et c'est après que les militaires ont pu les récupérer. Donc l'insécurité, c'est l'un des problèmes, les moyens roulants et la chaîne de froid aussi. Là, on avait une couverture de 86% en chaîne de froid, mais au fur et à mesure que la population augmente, on crée aussi des centres de santé. Donc, la demande aussi est là et la couverture descend. Et quand on n'a pas une chaîne de froid adéquate, on ne peut pas faire une campagne ni même la vaccination de routine, en fait. C'est vraiment difficile de se rendre compte à quel point c'est dur de travailler dans ces conditions. Oui, aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 43 degrés. Imaginez les gens qui sont au nord, au grand nord, avec 45 degrés. Il faut aller faire la vaccination quand c'est les campagnes. C'est pour ça qu'on privilégie les campagnes dans certaines périodes. Et il y a des périodes qu'on ne peut pas aussi mener des campagnes parce que les routes sont inaccessibles. La plupart du pays est coupé en deux. Il y a beaucoup de wadis, par exemple, vers l'est, et où quand il pleut, il faut attendre des jours et des jours pour que les wadis passent avant de passer avec la voiture. À l'heure de notre discussion aujourd'hui, on est en mars 2024. Et donc, vous vous préparez bientôt à la semaine de vaccination africaine qui aura lieu en même temps que la semaine de vaccination mondiale à la fin d'avril. Quelles actions cela implique pour le Tchad? Oui, le Tchad a toujours célébré, comme on dit, la SAV, la semaine africaine de vaccination. C'est la même chose que la semaine mondiale de la vaccination. Et durant cette semaine, on fait des activités vaccinales intensifiées. Je prends juste le cas de l'année passée. On a fait des lancements partout dans le pays
Et pendant la semaine africaine de vaccination, on a fait les IPVS, les intensifications périodiques de vaccination systématique pour rattraper les enfants. Donc, il y avait des stratégies mobiles avancées. C'est l'occasion aussi d'informer la population qu'est-ce qu'on fait exactement, à quel moment on le fait, et de faire aussi des plaidoyers auprès des autorités pour qu'ils s'impliquent plus dans la vaccination. Et aussi, nous, notre objectif pendant la SAF, c'est de faire des communications à ce que la population, la communauté même, prenne du genre la vaccination en main. C'est une activité où les mères doivent s'approprier, les pères doivent s'approprier, ou que les enfants doivent se faire vacciner pour éviter les épidémies. Parce que si la vaccination de routine marche, on n'aura plus d'épidémies. Comment vous mobilisez-vous avec les autres partenaires et notamment les ministères pour accroître la sensibilisation au Tchad durant cette semaine de la vaccination? En fait, nous, on travaille, comme on le dit, au système de santé, on travaille avec tous les ministères. Quand on a des campagnes, on envoie des notes à tous les ministères et ces ministères envoient les notes au niveau provincial. Et c'est les gouverneurs qui font les lancements de nos campagnes dans les provinces. Et il y a les délégués provinciaux qui sont là, qui représentent les ministères aussi du système de santé. La plupart de nos activités, on les fait ensemble. Il y a des zones où il y a beaucoup d'insécurité. Quand on envoie ces notes, ce sont les militaires qui nous accompagnent pour aller vacciner les enfants, pour nous protéger. Et l'administration du territoire, c'est le ministère qui gère aussi les chefs traditionnels. Quand on les envoie les messages ou les lettres, eux, ils donnent ça aux chefferies traditionnelles. Eux, ils nous appuient énormément parce que c'est eux que la population écoute le plus. Il y a eux, les religieux et l'administration. Avec les délégués de ces provinces, on fait la mobilisation ensemble. Pour la première fois, en février 2024, le Tchad a mis en place une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune. Un grand moment pour le docteur Antoinette Desmions et son équipe et un travail difficile. Les campagnes fièvre jaune, elles sont très lourdes parce que ça concerne plus de 90% de la population tchadienne et notamment du côté de la logistique parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités de faire tout le pays. On a divisé le pays en 2 blocs pour vraiment faire des campagnes de qualité. Cette campagne concernait 12 provinces. On a eu les résultats, elles sont plus de 90% et on espère que la population sera protégée et qu'on n'aura plus de cas de décès de la fièvre jaune. La particularité de cette campagne, c'est qu'on a fait la campagne intégrée avec la rougeole. Et la rougeole, on est tout le temps en épidémie ici. Les mères des enfants connaissent qu'est-ce que c'est que la rougeole. Certains connaissent aussi la fièvre jaune. On a eu beaucoup, c'est vrai, des défis, mais on a su les surmonter et nous sommes descendus sur le terrain quelques mois avant cette campagne pour faire la micro-planification à la base avec les centres de santé. Donc, c'est eux-mêmes qui nous ont relayé leur population correcte et l'intégration avec la rougeole, ça a été très bénéfique. Parce que quand il y a les épidémies de rougeole, les mères connaissent. Donc, elles réclament ce vaccin contre la rougeole. Et avec ça, on a pu beaucoup vacciner les enfants de 9 à 59 mois et les adultes aussi ont pris. Mais le plus grand défi fut bien de réussir la campagne de communication. Il fallait vraiment communiquer. Il fallait cibler les stratégies en fait de communication par tranche d'âge. On peut prendre les tranches d'âge de 10 ou bien à 25 ans. C'est plus les réseaux sociaux, c'est plus la télé, la radio. On a accentué sur ça aussi pour faire des vidéos. Et il y a aussi la tranche d'âge plus élevée jusqu'à 60 ans. Eux, c'est plus après les informations. Donc, on est passé au journal télé pour aussi cibler cela. Et il y a aussi la population, ça dépend du milieu d'où la personne vient. Genre le milieu rural, le milieu urbain. Et du milieu rural, on a impliqué les autorités chefferies traditionnelles et les autorités religieuses, genre l'imam et le plus grand pasteur du pays national. Ils ont fait des vidéos où on a diffusé ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, quand les superviseurs vont quelque part où il y a des refus, on les montre les vidéos. On dit que voilà, c'est le chef qui est là. Lui, il vous demande de prendre la vaccination. Et le jour de lancement, notre ministre a pris le vaccin pour donner le bon exemple. Tous les partenaires, les représentants de l'OMS et de l'UNICEF ont pris le vaccin. La communication est très importante pour réussir une très bonne campagne. Et c'est sans cette communication, on ne peut rien faire. Les médias sociaux, la télévision et aussi les réseaux de télécommunications ont tous joué un rôle essentiel dans cette campagne de communication. Et aussi, on a utilisé les réseaux téléphoniques qui nous ont
aidés, qui nous ont appuyés gratuitement à diffuser les messages à tous les utilisateurs de téléphone. Ces messages ont été très efficaces et on a aussi donné des exemples où nous, les responsables de la vaccination avec les autorités du ministère, on a pris le vaccin devant la caméra pour dire aux gens, voilà, le vaccin est sûr, on prend ça, ça nous protège. Et les jeunes, on a compris que la communication, quand tu passes la communication chez les enfants, c'est eux parfois qui sensibilisent les parents. On est parti pendant la campagne vacciner d'école en école. On a fait la cartographie de toutes les écoles. Nous, on pensait qu'il y aura peut-être des résistances, mais ce sont ces enfants-là qui étaient plus mobilisateurs parce qu'ils étaient fiers. Ceux qui ont moins de 5 ans, ils ont pris 2 vaccins pour genre les fièvres jaunes. Et certains sont partis à la maison pour dire « Ah, maman, moi, j'ai eu tel vaccin, voilà, il faut se faire vacciner. » Donc, les parents aussi étaient contents, ils ont pris. C'est vrai qu'il y a eu quelques réticences, mais nous, on était partis aussi, surtout en N'Djamena, on a pu appuyer l'équipe de superviseurs pour expliquer les bienfaits de la vaccination, surtout dans les écoles où les classes, il y a beaucoup des élèves pour les protéger. Tout ça. Sans une bonne communication, comme vous dites, on peut pas avoir une bonne campagne de vaccination. Et là, exactement, vous m'avez convaincu. Impressionnant. Il ne fallait pas oublier l'afflux provenant d'autres pays. Depuis que le conflit actuel au Soudan a éclaté, le Tchad est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés soudanais. Aujourd'hui, il compte pour plus d'un demi-million. Et il y a aussi les réfugiés qui proviennent de la République centrafricaine, du Nigeria et du Cameroun. Comment faire face aux défis posés par cet afflux ? Le grand défi, c'était l'afflux des réfugiés déplacés du Soudan à l'est du pays parce qu'on ne s'était pas préparé à cela. Dès que les réfugiés sont arrivés, on a préparé un plan de réponse. Sur 10 enfants qui venaient, peut-être 8 ou 7 étaient des eurodoses ou sous-immunisés. On s'est dit, OK, c'est surtout la rougeole qui était... On a fait une campagne préventive dans les 3 provinces. Et là, ça continue toujours parce qu'il y a beaucoup de sites. Je prends juste le cas d'Adré, où il y a beaucoup de réfugiés. La ville ne s'était pas préparée à cela. Et c'est pas une ville qui doit accueillir plus de 400, 500 000 personnes. Et là, c'est compliqué, surtout avec l'eau, l'éducation. Quand on voit ces conditions, c'est vraiment déplorable. Et avec les mamans, psychologiquement, parce qu'il y a des enfants qui arrivent, qui ont moins de 5 ans, qui sont sans parents. Genre la guerre, en marchant, tout ça. Et ça, la vaccination n'était pas d'abord leur priorité. On a eu 2 cas des mamans où, en fuyant les combats, elles, ici, elles ont l'habitude, surtout au Soudan, où on attache les enfants au dos. Et la mère était tellement focus pour venir dans un camp, elle s'est même pas rendue compte que l'enfant qui était attaché dans son dos était décédé. Donc, c'est arrivé au camp, quand elle a détaché, qu'elle s'est rendue compte que l'enfant était décédé. Donc, on voit vraiment l'ampleur de la situation dans ces camps. Quand un enfant vient à 5 ans ou bien à 4 ans, sans parents, tu connais même pas son statut. Tu peux même pas savoir quel vaccin il a pris ou quoi que ce soit. Et surtout, quand on a vérifié du côté du Soudan, avant même la crise, les données en VAR pour la rougeole n'étaient pas très bonnes. Parce qu'il y a eu beaucoup de eurodoses. Mais là, au fur et à mesure, quand on fait les campagnes, on rattrape ces enfants et il y a le big catch-up qui arrive qu'on va aussi faire. Pour rattraper le niveau de vaccination a baissé pendant la pandémie, en 2023, le partenariat entre l'OMS, Gavi et d'autres ont lancé le grand rattrapage, dit en anglais le Big Catch-up, pendant la semaine africaine de vaccination fin avril. En dehors des difficultés ajoutées par l'afflux des réfugiés du Soudan, cette situation terrible, il faut aussi parler du changement climatique et des conséquences sur les différentes populations du Tchad. Si on prend le Grand Nord, les nomades, ils se déplacent là où il y a de l'eau, mais là, avec le changement climatique, on voit que même le lac Tchad est en train de régresser au fur et à mesure. Et ça, il y a beaucoup d'impact, même pour les pêcheurs. Je prends le cas des pêcheurs. C'est l'une des activités, eux, ils vivent que de ça. Mais quand le lac est en train de rétrécir, économiquement parlant, ils peuvent plus se prendre en charge comme il le faut. Et là, il y a les impacts aussi sur la famille. Et la famille ne peut plus se prendre en charge comme il le faut. Et quand il y a des cas de maladies, et ici, surtout que le système, quand tu vas dans un centre de santé, tu payes. Il y a l'impact, elle est à tous les niveaux, en fait. C'est déplorable, quoi. Chaque année, les choses ne s'améliorent pas trop, mais bon. Espérons que les choses vont changer. Le changement climatique entraîne des conséquences graves pour les populations rurales, mais touche aussi les populations urbaines, par exemple celle de la capitale du Tchad, N'Djamena, surtout en ce qui concerne la transmission de la fièvre jaune.
En plus des problèmes de manque d'hygiène dans les quartiers défavorisés, il y a aussi d'autres défis dans les quartiers plus aisés. La capitale, c'est, comme on dit, c'est là où il y a tous les soucis du monde parce que la population, il y a le dénominateur qui n'est pas maîtrisé déjà parce qu'on se retrouve avec l'afflux des va-et-vient de gens. Et comme on le sait dans certains quartiers UP, quoi, entre parenthèses, quand on veut faire des campagnes porte à porte, on a du mal à avoir accès à ces concessions. C'est ici, en milieu urbain, qu'il y a beaucoup d'infodémies où tout le monde dit que le vaccin n'est pas bien, surtout avec l'événement de Covid. On dit oui, le vaccin, ça rend stérile, le vaccin fait ceci, le vaccin fait cela. Et la population urbaine a l'accès facile aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui commencent à raconter du n'importe quoi sur la vaccination. Donc, c'est eux qui, parfois, ils sont un peu réticents. C'est pour ça, dans le plan de communication, on fait les stratégies spécifiques dans les contextes urbains et ruraux. Et ici, dans le milieu rural, il y a beaucoup de gens qui sont anti-vaccins. Comme en sont témoins nos invités, la désinformation est un des éléments les plus coriaces à affronter dans les campagnes de vaccination. Dans toutes ces expériences luttant contre cette maladie, il s'agit de la collaboration avec l'équipe de la stratégie AI et de ses partenaires. Comment se passe-t-elle ? Je pense que c'est très bien de faire des stratégies autour d'une pathologie. Ça nous permet de tous contribuer efficacement plutôt que de venir chaque partenaire de son côté. Donc, on remercie la stratégie, surtout que vous nous avez envoyé des experts qui sont très compétents à temps. Ils ont été avec nous pendant la planification, pendant la campagne. Donc, on espère que d'autres pathologies vont suivre l'exemple de la stratégie AI. Si on prend en compte tout ce qu'a éprouvé le Tchad durant ces campagnes de vaccination, quelles sont les leçons que le docteur Demian pourrait partager avec d'autres pays voisins qui luttent aussi contre cette maladie qu'est la fièvre jaune ? La leçon la plus importante, c'est que tant qu'on n'implique pas la personne, je pense que ça peut pas marcher. La plus grande leçon, c'est impliquer la communauté dans les stratégies qu'on élabore. Et aussi, faire confiance, c'est pas tout qui vient d'en haut qui doit forcément marcher. C'est l'engagement communautaire. Et aussi la micro-planification à la base. Quand on a fait la micro-planification, c'était avec toute la communauté. Donc, c'était l'une des plus belles, je pense, expériences. Et les leçons, c'est que vraiment l'implication de la communauté et l'implication aussi des autres secteurs, notamment les blogueurs, les artistes, les influenceurs, tout ceci, c'est tout ça qui peut améliorer une très bonne communication pour permettre d'avoir des très bons résultats quand on fait les campagnes. Le docteur Charles Shea nous a présenté une vue d'ensemble fascinante des facteurs à l'origine de la résurgence récente de la fièvre jaune. Et nous avons eu le privilège d'écouter le docteur Antoinette Demian nous expliquer en détail ce qu'implique réellement le cœur de son travail pour combattre cette résurgence. Je tiens à remercier mes deux invités, le docteur Charles Shea et le docteur Antoinette Demian, de nous avoir fait profiter de leur expertise pour en savoir plus sur cette maladie qu'est la fièvre jaune. Cet épisode de AI sur la fièvre jaune a été produit par Amanda Hargreaves et la conception sonore a été réalisée par Adam Whaley. Je suis Marie Bracmont. L'œil sur la fièvre jaune est une production de Bengo Media pour Eliminate Yellow Fever Epidemics.